New York contre Indiana, Denver contre Minnesota. Il restera seulement 2 équipes après des Game 7 sûrement épiques. Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. On va parler donc d'abord Minnesota-Denver, puisque cette série est complètement folle. On a eu d'abord 2 victoires à l'extérieur des prétendants au titre que sont maintenant Minnesota, je pense qu'on peut l'affirmer, face au champion qui s'est vengé en quelque sorte en allant l'emporter dans le Minnesota 2 fois également. Et après, Denver a même pris l'avantage 3-2, c'était très serré et pourtant les Wolves ont eu le cran de l'emporter à domicile face à un public qui était complètement déchaîné. Je n'avais pas regardé le match et quand je l'ai découvert le lendemain matin, je me suis complètement rappeler que c'était comme ça que la série avait commencé finalement, avec un Denver plutôt dominé par l'intensité, la polyvalence et surtout la défense. Ça a été la première défense de l'année du côté de Minnesota et ils ont fait honneur à ce statut au meilleur des moments. Victoire de 45 points, jamais Denver n'avait marqué si peu de points en un match, 70, c'est quand même très faible en sachant que on a Jamal Murray qui a eu des douleurs au coude dès le début du match, donc ça a un petit peu sans doute faussé la donne et les champions ont rapidement baissé pavillon. Ça a été bon, une défaite cuisante, mais une défaite, puisque à domicile les Nuggets ont peut-être les moyens quand même de passer, mais quoi qu'il arrive, je trouve que c'est une série légendaire qui va laisser, je pense, beaucoup de souvenirs entre la jeunesse, la fougue d'Ant-Man et ses camarades. Ça a été vraiment incroyable de les voir bousculer le champion en titre, qui pourtant a déjà fait un parcours presque parfait l'an dernier en faisant tomber des équipes très expérimentées. Seulement, la clé, ça va être pour moi la gestion de l'émotion et puis le niveau d'intensité. Si jamais Minnesota arrive à reproduire à peu près sa performance en termes d'intensité, à ce moment-là, on aura des jeunes loups en finale. En finale de conférence, mais peut-être même après en finale. Je vous avais annoncé dans la preview que j'allais tourner au début de la série que je voyais quelque part le vainqueur de la conférence Ouest dans cet affrontement. En plus, c'est une série qui fait beaucoup parler, puisqu'on a bien sûr Nikola Jokic qui a reçu son trophée de MVP pour la 3e fois, face à un quadruple défenseur désormais de l'année, Rudy Gobert, qui a été énormément critiqué pour quelque part son incapacité à la fois contenir Jokic en défense et puis après à faire une grosse différence en attaque. Ça n'a pas été une partie facile, je pense, pour Rudy durant cette série, mais il a montré, comme son équipe, qu'il ne lâche rien, il continue de se battre, et quand son équipe en entier est à l'unisson, parce que dans le dernier match où il gagne de 45 points, il y a 19 points à la mi-temps et l'écart continue de grimper même avec les remplaçants. Donc c'était une des clés que j'avais donné plutôt à l'avantage des Wolves dans la preview, c'est que les remplaçants peuvent vraiment jouer un rôle absolument décisif, que ce soit Alexander Walker ou bien Naz Reid, des joueurs qui n'ont pas leur équivalent, je trouve, dans l'effectif de Denver. Donc peut-être que ça sera la clé du Game 7, les remplaçants et la capacité à maintenir la pression sur l'adversaire et à résister à la pression, que ce soit à l'altitude de Denver, plus de 1600 mètres d'altitude, comme le statut désormais de je gagne ou je perds, en sachant que les Nuggets ont plus à perdre qu'à gagner dans cette histoire. Les Wolves ont, je pense, quoi qu'il arrive, fait une extraordinaire saison, mais ils ont faim. Et ça sera très intéressant de voir s'ils peuvent aller un peu plus loin. Dans la conférence Est, New York va recevoir donc Indiana au Madison Square Garden, qui va être plus bouillant que jamais entre le public qui est complètement déchaîné et les anciennes gloires d'ailleurs du club qui sont là, qui soutiennent la franchise de tout leur cœur. Ça sera peut-être insuffisant dans la mesure où les Pacers, lors du dernier match, ont balayé de 13 points, mais
sur l'ensemble du match, ils ont quand même été très dominateurs face à des Knicks qui ont toujours leur qualité de courage, d'intensité. Ils se battent aussi fort au rebond, notamment offensif, mais les Pacers se sont très bien débrouillés avec un plan de jeu qui était clair. C'était de jouer bien sûr vite en faisant circuler les ballons, en faisant courir les adversaires, tout en distribuant le jeu sur Pascal Siakam qui a continué toute la soirée d'agresser avec sa capacité de drive mais aussi de shoot à mi-distance Josh Hart qui est en plus, et ça c'est la très mauvaise nouvelle pour New York, est touché aux abdominaux. Il sera probablement out pour le match 7, en tout cas diminué, et c'est vraiment une mauvaise nouvelle parce que les Knicks ont déjà perdu bien sûr Julius Randle pendant la saison, ont perdu leur pivot titulaire et qui aussi sortait du banc après en playoff, Mitchell Robinson. Ils ont aussi Bogdan Bogdanovic qui aurait pu rendre service, mais lui aussi il est out depuis le premier tour. Et là, si en plus Donji Anunoby, Josh Hart rejoint cette longue liste à l'infirmerie, et bien malheureusement je pense que New York sera trop court pour se qualifier. Les Pacers, eux, sont en pleine bourre. 6 victoires à domicile en 6 matchs, c'est un parcours exceptionnel en playoff. Moi je suis pas complètement surpris parce que ça me rappelle leur dynamique au moment du play-in tournament. Je vous en ai parlé bien sûr dans une vidéo spéciale, et je trouve que c'est une équipe qui peut se reposer sur 2 armes essentielles: le rythme incessant qu'ils mettent pour produire un jeu rapide, et puis le banc qui reste la plupart du temps dominateur par rapport à celui de New York, avec TJ McConnell qui encore au dernier match a été incroyable d'énergie, de percussion, et c'est un distributeur aussi remarquable qui sait repérer tout de suite ses coéquipiers démarqués. On a un Miles Turner qui joue peut-être le meilleur basket de sa vie, pas aussi défenseur qu'avant peut-être en termes de bloc, mais qui a marqué un peu les esprits, je pense, de sa domination physique avec des énormes dunks. Et au match précédent qu'ils avaient perdu, au Game 5, eh bien, il a réussi des tirs à 3 points en série pour essayer de remonter la pente. Tyrese Haliburton alterne encore un petit peu le bon et le moins bon, mais il sait être en ce moment vraiment très très fort. Donc je vois quand même Indiana passer, même si leur bilan à l'extérieur n'est pas très flatteur, hein. Je crois que pour l'instant ils en sont à une seule victoire en 6 matchs. L'avenir dira si ils auront donc la force de renverser New York. En tout cas, ces 2 équipes, je trouve, ont brillé à la fois cette année en remportant respectivement 50 et 47 matchs. Les New York Knicks, s'ils tombent, auront tous les honneurs malgré tout, et les Pacers, s'ils ne passent pas ce tour, pourront quand même se dire qu'ils ont réalisé une saison sans doute bien meilleure qu'espéré, et surtout ont recruté un Pascal Siakam qui joue un rôle quand même vraiment intéressant et qui ne correspond pas à des joueurs dont le calibre était suffisant, je pense, pour aller si loin. Donc tant mieux pour eux. Ça va être intéressant de suivre après à l'intersaison le recrutement, les ajustements de ces 2 équipes. Mais on n'en est pas encore là. Place au spectacle et à bientôt sur le Seigneur des Arceaux.